peut pas accabler la ménopause de tous les maux. Et en même temps, il y a des choses quand même qui font partie d'un spectre de symptômes comme justement les troubles du sommeil, les troubles urogénitaux, les douleurs articulaires, les bouffées de chaleur évidemment. AVS avec Philippe Robichon. AVS pour À Votre Santé, bonjour, bienvenue. Je suis très content de vous retrouver pour parler santé tous les jours à l'heure du, j'allais dire petit déjeuner. Non, ça c'était avant le petit déjeuner, non, c'est le déjeuner. J'ai invité aujourd'hui Laurent Sora, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de m'avoir invité. Eh bien, ça fait plaisir de vous rencontrer. Vous êtes psychologue et nutritionniste. Vous accompagnez-vous des femmes bousculées par leur ménopause. On verra pourquoi. Et vous publiez La Révolution Ménopause chez Solar. Vous auriez pu appeler ça les révolutions ménopause, parce qu'il n'y en a pas qu'une révolution de la ménopause. Mais est-ce qu'en France, on a un problème avec la ménopause ? Est-ce qu'on a un problème avec la ménopause en France particulièrement ? Oui, il y a une étude assez importante qui a été faite dans plusieurs pays dans le monde et il s'avère que les Français, notamment les hommes français, sont pas très à l'aise avec ces questions de la ménopause. Non plus que les femmes d'ailleurs, qui sont quand même 25% selon cette étude à dire qu'elles manquent d'informations sur le sujet. De ma pratique, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup plus que 25% parce que ça me paraît assez peu, 25%. Et en tout cas, je crois qu'en France, on a un gros tabou autour de la ménopause et le problème résiderait là-dedans. Après... mais c'est peut-être un vrai tabou parce que comme on a toujours l'impression de voir des tabous partout. L'argent, c'est tabou, ça, c'est tabou. Mais la ménopause, pour le coup, c'est vraiment tabou. Mais oui, parce que figurez-vous que les hommes préfèrent parler d'argent, de cancer, de politique avant de parler de ménopause. Donc c'est quand même un sacré tabou. Non, c'est un vrai sujet et c'est un tabou, on en parlera peut-être plus avant, mais sociétalement, on n'est pas du tout organisé, on n'a pas... Nos dictates nous imposent de ne pas vieillir, globalement, et c'est encore plus vrai pour les femmes que pour les hommes. Et pourquoi vous parlez de vieillesse alors qu'on parle de ménopause ? Parce que la ménopause arrive en grande moyenne à 51 ans, et qu'à 51 ans, notre organisme vieillit, le vôtre en tant qu'homme, le mien en tant que femme, celui de tous les hommes et toutes les femmes vieillit, et c'est normal. Ce que l'idée, c'est pas de se dire mais non, ça n'a rien à voir avec le vieillissement. Bien sûr que oui, ça a à voir avec le vieillissement, ça a à voir avec le fait que certains de nos organes, notamment nos ovaires, arrêtent de fonctionner, donc il y a bien quelque chose qui change. Le but, c'est de normaliser ce moment-là, et pas de le rendre ou tabou, on n'en parle pas, on s'en occupe pas, ou de faire croire qu'il y a quelque chose de tout à fait banal là-dedans. Je veux pas le banaliser, je veux le normaliser. C'est quelque chose de normal dans l'évolution d'un individu qui évolue de toute façon globalement de 0 ans à l'âge de son décès. Alors vous savez précisément le jour où vous êtes tombé en périménopause. Alors non, pas du tout, justement. Non. Moi, je ne peux pas le savoir. C'est pas vous qui le savez. Alors. Non, moi, je peux pas le savoir parce que moi, je n'ai plus d'utérus. Et j'ai plus d'utérus à partir de 47 ans. Et à 47 ans, j'avais encore des règles. Donc, je n'étais pas ménopausée. Puis, on m'a enlevé l'utérus pour des raisons médicales. Pas grave du tout, mais voilà. Et donc, à partir du moment où je n'ai plus le symptôme de est-ce que j'ai des règles tous les mois, je peux pas dater ma ménopause. D'accord. Mais est-ce que vous avez eu des symptômes de ménopause ? Alors oui, j'ai eu des symptômes, notamment des bouffées de chaleur. On parle de moi là. Oui, de vous. Okay. De votre biopause. C'est ça. J'ai eu des bouffées de chaleur, j'ai eu des difficultés de sommeil, beaucoup d'irritabilité, enfin en tout cas de sensibilité, un peu comme ça, à cran, à réagir et surréagir à tout. Après, il y a des choses qui m'ont surprise. Par exemple, j'étais une vraie marmotte. Je dormais, mais comme un plot, vraiment super bien pendant longtemps. Et là, ça me fait tout bizarre de me réveiller 20 fois par nuit et de me dire c'est sans doute la ménopause. Après, en vieillissant, de toute façon, le sommeil s'altère, on a besoin de moins de sommeil. Donc peut-être qu'il y a des choses aussi qui sont concomitantes. On ne peut pas accabler la ménopause de tous les maux. Et en même temps, il y a des choses quand même qui font partie d'un spectre de symptômes comme justement les troubles du sommeil, les troubles urogénitaux, les douleurs articulaires que j'ai aussi et que j'ai toujours, les bouffées de chaleur évidemment, les troubles cardiovasculaires. Si on parle de sommeil, il y a les bouffées de chaleur qui arrivent la nuit. Certaines.
arrive la nuit, et certaines femmes ont des suées nocturnes. Oui, c'est ça. Qui est quand même... Non, c'est deux choses différentes. La bouffée de chaleur, c'est j'ai chaud, et puis en 1 à 4 minutes, ça passe, et c'est inconfortable, souvent ça réveille, mais on se rendort. La suée nocturne, c'est j'ai chaud, mais mon lit se transforme en bassine. J'ai transpiré tellement à ce moment-là que je suis obligée de changer mes draps, ma tête d'oreiller, etc. Donc vous imaginez comme ça altère le sommeil de soi, et éventuellement de celui qui partage le lit, celui ou celle qui partage le lit. Alors vous avez la double casquette, psychologue et nutritionniste. Les patientes qui viennent vous voir et qui tombent, comme vous dites, en ménopause, elles consultent pourquoi ? Est-ce qu'elles viennent vous voir parce que c'est la ménopause, ou elles trouvent un autre prétexte ? Non, en fait, à la base, moi je ne vois pas que des femmes en cours de ménopause, moi je vois des femmes et quelques hommes qui sont en difficulté avec leur poids, leur corps et ou leur alimentation. Donc ces femmes qui viennent me voir, elles viennent me voir pour cette raison-là. Je me sens mal parce que j'ai pris des kilos, ou bien je me sens mal parce que je ne supporte pas mon corps, ou bien je ne sais plus comment manger, ça ne va pas. Et quand elles ont entre 45 et 55 ans, en général, je leur dis, où en êtes-vous avec la ménopause ? Est-ce qu'il y a des choses qui commencent à émerger ou pas ? Puisqu'en grande moyenne, les premiers symptômes de la périménopause arrivent vers 47 ans. Alors qu'est-ce qu'on appelle la périménopause, qui est un peu moins connue comme période ? Oui, la périménopause, c'est toute la période d'installation de la ménopause. C'est ce qu'on appelait avant la pré-ménopause. Maintenant, ça a changé de nom, je ne sais pas trop pourquoi. Ça s'appelle la périménopause. Tout le monde s'est mis d'accord pour dire que c'est la périménopause. Donc c'est tout le moment où les cycles commencent à changer de durée. Au début, ils raccourcissent, ensuite ils s'allongent. On a plus ou moins des règles abondantes. Donc ça commence en général comme ça. Et puis avant que la ménopause soit installée, c'est-à-dire que ça fasse 12 mois consécutifs qu'on n'a plus de règles, ça c'est ménopause installée, il peut se passer entre 4 et 7 ans. Ça veut dire que s'il y a 12 mois sans règles, on peut dire « je suis ménopausée ». Exactement. 12 mois consécutifs. Ouais. Donc, quand on a 6 mois et puis à nouveau des règles, on n'est toujours pas ménopausé, on est toujours en périménopause. Donc, ces femmes, quand elles ont entre 45 et 55, moi, je leur pose la question, où en êtes-vous ? Et en règle générale, quasiment à 99,8% des cas, elles me répondent, j'en sais rien. En fait, je ne sais pas. Et là, elle commence à me parler de symptômes. J'ai un peu mal là depuis quelques temps. J'ai pris du poids depuis 2 ans. Ah, mais c'est vrai que je dors mal aussi depuis 2 ans. Et donc, petit à petit, la confluence là des symptômes nous fait dire, il y a peut-être quelque chose en lien avec des perturbations hormonales qui vont amener à la ménopause. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la ménopause, en fait, elle démarre à bas bruit. À partir de 37 ans à peu près, par exemple, le métabolisme change et commence à diminuer, la fonte musculaire commence, et donc il y a tout un tas de processus qui se mettent en marche bien avant qu'on commence à se dire « Ah, ça y est, je sens quelque chose ». Pour tout le monde, le métabolisme, c'est quoi ? C'est notre moteur interne. C'est la façon dont notre organisme dépense de l'énergie pour faire tout ce qu'il a à faire. C'est ça le métabolisme. Et le métabolisme de base, c'est pour faire marcher notre corps, c'est-à-dire faire tourner les poumons, les reins, marcher le cœur, le cerveau, bref, tout ce qui est vital, on va dire. Et puis à ça s'additionne une dépense énergétique liée à, là on est en train de parler, on dépense de l'énergie au-delà de notre métabolisme de base. Tout ça, ça fait un métabolisme total. Et ce moteur, donc, qui dépense de l'énergie, plus on va vieillir, mais ça commence très très tôt, plus on va vieillir, moins il dépense d'énergie, tout en tentant de faire la même chose. Et c'est pour ça, par exemple, qu'on est beaucoup plus fatigable en vieillissant, qu'on a plus de mal à récupérer. C'est-à-dire que même si on mange la même chose, on ne mange pas plus, en fait, on prend du poids parce que notre métabolisme ne fonctionne plus comme avant. Exactement. Vous avez tout à fait compris. C'est ça qui se passe à la ménopause. C'est exact. Alors c'est une des choses qui se passe et qui fait qu'on prend du poids à la ménopause. Il y en a une autre qui est que nos hormones féminines diminuent drastiquement et que nos hormones masculines, parce qu'on en a aussi, nous, des hormones masculines, elles diminuent moins. Donc relativement parlant, on a beaucoup moins d'hormones féminines que d'hormones masculines. Et ces hormones masculines, elles font la même chose sur nous que sur vous. Elles nous font prendre du bidon. Le fait de prendre du poids à la ménopause, donc, c'est pas un mythe, parce que tout le monde n'est pas d'accord. Ah non, c'est pas du tout. Il y en a beaucoup qui vous disent, la ménopause ne fait pas grossir. Si, alors ça, c'est les 2 premiers éléments. Il y en a quand même un 3e qui est important aussi. C'est qu'au moment de la ménopause, on a les muscles qui fondent. C'est-à-dire que si on fait c'est exactement comme pour l'alimentation, si on fait la même activité,
on aura moins de masse musculaire au bout de, disons, 1 an que l'année précédente. Et on perd comme ça, petit à petit, au fil de la vie, et accéléré au moment de la ménopause, de la masse musculaire. Or, le muscle, c'est ce qui dépense de l'énergie dans le corps. C'est vraiment nos muscles qui sont les plus gros dépensiers. Moins on en a, moins on dépense d'énergie. Donc, si on mange la même chose, on aura pris du poids. Brûleur d'énergie. Ça, c'est intéressant, finalement. Mais cette graisse qui vient au moment de la ménopause, où est-ce qu'elle s'installe ? La plupart du temps, sur l'abdomen. Comme chez les hommes. Comme chez les hommes, bah oui, à cause de ces fameuses hormones masculines qui deviennent plus importantes, relativement parlant, que les hormones féminines. Donc elles s'installent au niveau abdominal. Là, je suis en train de faire avec mes mains une ceinture. C'est bien parce qu'à la radio, ça passe très bien. Alors, l'émission est filmée, vous verrez. Donc on voit bien la ceinture. Mais à la radio, il faut dire que je suis en train de passer les mains autour de ma ceinture. C'est ça. Donc, qu'est-ce que disent les femmes ? Elles disent, c'est très inconfortable pour moi parce que je n'avais pas de ventre, ou bien j'avais un peu de ventre, et maintenant j'ai tout pris. Quand je fais mes lacets, quand je bouge, je sens que mon corps a changé. Et le haut du corps s'épaissit au détriment du bas du corps. Et c'est vraiment un changement de schéma corporel, il faut comprendre ça. C'est que les femmes ont plusieurs changements corporels, de schéma corporel, notamment au moment des grossesses, au moment du post-grossesse, du postpartum, éventuellement au moment des fausses couches, et à nouveau au moment de la ménopause. Et donc à chaque fois, il faut s'adapter à un corps qui est différent, même si le poids ne change pas d'ailleurs. Parce qu'on peut prendre de la graisse, perdre du muscle, ne pas avoir pris de poids et néanmoins être beaucoup plus volumineuse. Ce qui est logique puisque la graisse prend plus de place à poids égal que le muscle. Donc, c'est normal de prendre du poids. Oui, c'est normal, mais ce n'est pas ni impossible d'en perdre, ni une fatalité. Il y a des femmes, parce qu'il y a des métabolismes différents et chacun est différent, il y a des femmes qui ne prendront pas de poids. Ma mère n'a pas pris 1 kilo entre 30 ans et 80 ans. De toute façon, on ne l'a pas dit en début d'émission, mais on aurait dû commencer par là. Il y a autant de façons de vivre la ménopause que de femmes. Et autant de façons d'être en ménopause que de femmes. En effet, et ça c'est super important. Vraiment, c'est ce que j'ai essayé de mettre en avant dans ce livre, c'est que chacune est différente et l'idée c'était de pouvoir parler d'une certaine façon à chacune. Donc il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de pistes, beaucoup de conseils pour que chacune puisse se saisir de celui qui lui parle ou celui qui va avoir du sens pour elle. Et puis il y a des femmes qui n'auront jamais besoin de ce livre parce qu'elles n'auront jamais aucun symptôme. Parce que ça va glisser sur elles. C'est ça. Et il y en a aussi comme ça. Tant mieux. Bien, 1 heure pour parler de ménopause et vous allez voir, c'est passionnant. Laurence Aura est notre invitée. Montrez votre livre, tiens, La Révolution Ménopause. Face au tabou, comment alléger votre tête et votre corps. On n'a pas encore cité l'éditeur, c'est Solar. C'est une coédition Solar et Dr Good. Alors c'est Kish Kuhn, Dr Good. Il est tellement connu, c'est le docteur le plus connu de France. Oui. Dr Good, c'est un média santé bien-être qui est plus seulement un magazine papier, mais aussi un média digital qui fait beaucoup pour vulgariser, informer, donner des conseils sur tous les sujets. Et là, je suis ravie d'être accompagnée par ces 2 éditeurs pour ce sujet-là, qui est un sujet qui n'est pas facile, parce qu'on reparlera sans doute des tabous, mais il a fallu quand même, il faut faire bouger les choses, et le livre est un bon moyen de les faire bouger. Avec Laurence Aura, qui est notre invitée aujourd'hui, psychologue et nutritionniste, et qui publie La Révolution Ménopause chez Solar. Les révolutions, puisqu'il y a la révolution corporelle, la révolution psychologique et la révolution sociétale. Alors aux États-Unis, les stars commencent à parler de leur ménopause. Gwyneth Paltrow, Michelle Obama en a parlé dans un podcast il y a quelques années, assez librement. D'ailleurs, elle n'avait rien à vendre en plus. Oprah Winfrey. Et puis Oprah Winfrey. Alors, Oprah Winfrey, elle avait une formation à vendre déjà derrière, et elle avait 70 ans quand elle a parlé de sa ménopause, quand elle avait 40 ans. Donc elle a quand même attendu 30 ans pour parler de sa ménopause. Elle qui a toujours vendu sa vie et qui a toujours ouvert son cœur. Bon. Oui. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger ? Moi, c'est ce que je crois. C'est qu'il y a des fissures là dans ce tabou qui sont en train de s'opérer, et que donc la parole se libère comme elle s'est libérée sur plein d'autres sujets de la santé des femmes. Je pense aux règles, je pense à l'endométriose, je pense aux fausses couches, je pense au deuil périnatal. Bon, c'est en chemin, mais il y a quelque chose qui s'est libéré. Jusqu'à présent, vraiment, on n'en parlait pas du tout de la ménopause. Donc, voir des femmes, certes, qui sont passées par là, mais qui, à 63, 65 ans, je pense à Emma Thompson, à Andy McDowell, qui s'expriment là-dessus, et qui s'expriment notamment sur le jeunisme. Mais une fois qu'elles ont terminé leur vie de mannequin,
voyez ce que je veux dire ? Oui. Annie McDowell, elle a fait toute sa carrière... Elle est comédienne plutôt. Oui. Enfin bon, c'est Madame L'Oréal depuis 35 ans. C'est vrai. Elle est sous contrat chez L'Oréal depuis 35 ans. Donc, alors, on a un exemple français, Linda Hardy, qui travaille sur ce sujet-là, et qui vient d'ailleurs de créer un compte Instagram qui s'appelle Ménopause Attitude et qui parle de la ménopause. Elle a 53 ans, elle est en plein dedans. Et voilà, on a petit à petit des femmes comme ça mais en même temps qu'il ne faudrait pas résumer à leur état de femme en cours de ménopause. D'abord parce que c'est un état transitoire, le fait d'arriver à la ménopause. Et c'est vraiment ce moment-là de turbulence qui est compliqué à vivre. Derrière, c'est un peu une autre vie qui s'ouvre, une vie plus libre, une vie sans risque lié à la contraception, une vie sans règles et une vie sans enfants souvent. Donc quelque chose où on peut s'inventer un nouveau temps de vie qui va durer quand même quasiment 30 ans. Donc, autant en faire quelque chose. Alors, sans enfant, parce qu'il y a le syndrome du nid vide. Hein. Oui, alors c'est là aussi la rupture là, entre le moment de transition, entre j'avais des enfants, j'étais en charge mentale maximale avec mon rôle de mère, et souvent de professionnelle et d'épouse et de plein d'autres trucs. Et derrière, je me retrouve avec un nid, en effet, qui s'est vidé. Syndrome du nid vide, c'est quelque chose qui est vraiment décrit dans ce moment de tristesse, de nostalgie, et en même temps un peu désiré. On a un peu envie qu'ils quittent le nid, les enfants, et en même temps on n'a pas envie qu'ils le quittent. Donc on est dans une ambivalence qui souvent croise aussi le fait que les parents deviennent dépendants et il faut les aider. Donc on se retrouve dans un nouveau rôle avec des parents plus ou moins infantilisés, si je puis dire, enfin en situation de s'infantiliser, et à nouveau une charge. Donc c'est à la fois je me libère de quelque chose, mais en même temps je suis triste, je suis nostalgique, et puis j'ai un peu peur pour mes parents, et j'ai une nouvelle charge, et en même temps moi-même je vieillis et je dois faire face à ça. Ouais, c'est compliqué. Moi je trouve que c'est une période dont il faut parler. Alors, on va accueillir Karima Chalibaou qui est avec nous. Bonjour Karima. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Bonjour Karima. Karima, bonjour, je vous présente Laurence Aura, mais que vous avez vu au maternel, donc voilà, que vous connaissez parfaitement bien. Absolument. Bon, Karima Chalibaou est psychothérapeute, les auditeurs de Beurre FM la connaissent bien. Je sais que vous allez m'en vouloir, je vais vous afficher Karima, mais je vais vous raconter un petit peu notre vie à la radio. Alors avec Karima, on se parle de tout. Hein. Mais alors en vrai, on se parle en tout, de tout dans la vie, comme on s'en parle à la radio. Et un jour, je la vois débarquer dans mon bureau. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu te déshabilles? Elle me dit, parce que j'ai chaud, tu sais, avec ma ménopause. Et je la regarde et je dis, mais je vous remercie de partager ça avec ça, Karima, mais je me demande si c'est pas un peu trop d'informations. Et elle me dit, attends, on fait des émissions et tout, je peux te dire que je suis ménopausée, je suis en train d'adresser ça. Et puis, c'est vrai que j'ai regardé, j'ai dit, ma réaction, elle est un peu bête. Mais c'est vrai que les hommes sont pas très à l'aise avec la ménopause, Laurence. Non, d'ailleurs, je suis ravie qu'on parle de ça ici avec vous, un homme, et merci Karima de nous donner cette occasion d'en parler. Mais en effet, les hommes ne sont pas à l'aise, ils sont même carrément entre ça me fout un peu les jetons. J'ai un peu peur de faire face à ça, et en même temps, si je ne sais pas ce qui se passe, au moins, j'ai pas besoin d'y faire face. On n'attend pas de moi une réaction. Vous disiez une réaction un peu bête, je dirais pas bête, mais un petit peu enfant. J'étais gêné. Ben oui, voilà. Parce que d'un coup, on a l'impression qu'on rentre dans l'intimité de l'autre. Elle nous parle, elle nous dit quoi? On rentre dans sa culotte, en fait. Si je suis en cours de ménopause, c'est que j'ai plus de règles. Et donc, je suis en train de parler vraiment de mon intimité. Mais en fait, cette intimité, elle fait partie de notre vie quotidienne. Les hommes savent que les femmes ont des règles, puisqu'en général, ils le voient de différentes manières. Et donc, dire à un moment donné, je suis dans cet état-là, c'est aussi avoir peut-être besoin d'être soutenue, d'être comprise, de dire tiens, t'as chaud, tu veux que j'ouvre la fenêtre, tiens, prends le livre de Laurence Aura pour faire un éventail. En tout cas, voilà, je suis aidant. Karima avait un éventail. Ah bah oui, meilleure amie de la femme en cours de ménopause, n'est-ce pas Karima? Absolument. Avec sa bouteille d'eau aussi, d'eau, et puis avec son stick aux huiles essentielles pour rafraîchir. Ça, alors là, je vous dis, j'ai une panoplie là-dessus. Hein. Alors, Karima, vous êtes professionnelle de santé, vous êtes informée sur beaucoup de choses, et vous étiez étonnée de voir que vous étiez aussi peu informée de la ménopause que ça. Oui, parce que pour moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai
que je l'ai vécu, d'une manière un peu inconsciente, c'était un peu tabou. On ne parle pas de ces choses-là, mais le problème, c'est que ça survient, comme vous l'avez dit, avec vous, heureusement je suis avec vous, Philippe, ça survient à ce moment-là, et alors ça peut être, je suis en pleine consultation avec un client patient, ça peut être en pleine soirée avec la famille, et donc c'est quelque chose qui surgit, donc on ne nous l'a pas expliqué, moi on ne me l'a pas expliqué. Pourtant, je viens d'une famille où on m'a expliqué, on a eu plein de rituels par rapport aux premières règles, d'ailleurs on avait fait une émission là-dessus, sur les règles, qu'est-ce qui va se passer, c'est la grande rentrée dans le monde des femmes, dans le cercle des femmes. Mais on ne m'a pas expliqué non plus que la sortie, c'est pas la sortie, parce que souvent on veut nous le transmettre de cette manière-là, d'accord ? Parce que ça y est, on passe sur l'autre versant de la montagne, et donc voilà, on ne procrée plus, on va perdre certaines de nos caractéristiques ou pas. En tout cas, merci madame pour votre livre. Je vous ai découvert moi dans les maternelles et je me suis dit enfin, donc des bouffées de chaleur. Parler de ménopause dans les maternelles quand même. Hein. Oui, parce que c'est un peu tôt. Hein. Non, parce que en fait, maintenant, ça parle de toute la question de la santé de la famille et de la femme à tout âge, et je trouve ça intéressant d'ailleurs que justement ce soit là-dedans. Mais c'est vrai que le nom n'est plus peut-être tout à fait approprié. Pardon, Karima, on vous a coupé. Oui, non, c'est pas grave, mais pour dire tout ça, moi j'aurais aimé que, même s'il y a des choses que j'ai vues avec ma mère ou avec mes sœurs, mes sœurs plus grandes que moi, mais de mettre des mots dessus, parce que au même titre que quand on a les premières règles, c'est quand même un choc, les palpitations dans la nuit. Moi, j'ai jamais fait de crise d'angoisse. Les crises d'angoisse, je sais pas ce que c'est. Pourquoi ? Parce que je suis dans un tempérament plutôt colérique, on va dire ça comme ça. Et donc, le fait d'être réveillé dans la nuit par des palpitations et de se dire mais qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qui se passe ? Et c'est en lisant des livres et en allant chercher par moi-même et de dire mais en fait ça fait partie de ces chutes au niveau hormonal, de ce qui se passe en fait du corps qui se transforme encore une fois. Exactement. Et donc je me dis mais pourquoi on n'en parle pas ? Je disais à Philippe, j'ai dit pourquoi c'est tabou comme ça ? On n'en parle pas là. C'est quoi ? On a peur de. C'est comme si on allait parler de la mort, c'est comme si on allait parler de la vieillesse, de ces femmes, elles doivent toujours être fraîches, belles, dispo, qui ne transpirent pas, qu'il n'y ait pas de bouffée de chaleur, qu'il n'y ait pas de sueur froide, qu'il n'y ait pas de palpitations. Des princesses, donc, quoi. Voilà, des princesses, exactement. Alors, je trouve ça super intéressant que vous disiez, en fait, pourquoi on n'en parle pas, et c'est un vrai sujet à tout niveau. On n'en parle nulle part. On n'en parle pas dans la famille, on n'en parle pas entre mères et filles. En tout cas, j'espère que à partir de maintenant, les mères en parleront à leurs filles, à leurs fils, parce que une fois encore, les hommes sont impliqués. Les hommes vont vivre aussi la ménopause de leurs conjoints, de leurs collègues. La preuve, vous deux. Donc, les hommes, c'est bien qu'ils soient aussi un peu au courant de ce qui se passe, et le problème de transmission il est à tous les étages. Juste on se rend compte que socialement parlant on en parle le plus dans les milieux les moins favorisés, on va dire. Bizarrement, c'est comme s'il y avait là une espèce d'ouverture de la parole. Là, on l'a pas du tout dans les milieux socioprofessionnels un peu plus où sûrement il faut continuer à tenir une espèce de masque, de rôle ou que sais-je, qui fait que, et puis on va parler une fois encore de l'intimité, on va parler un peu crûment de choses du corps, et le corps il s'oppose toujours à la dimension un peu intellectuelle, spirituelle, désincarnée. Or là, la femme en cours de ménopause, elle est très incarnée. Voilà, vous allez encore me dire que c'est la honte. Non, c'est pas la honte. On parle de ménopause ce matin avec mon invité Laurence Aura. Vous publiez justement un livre consacré à la ménopause, La Révolution Ménopause, chez Solar. Alors vous êtes psychologue et nutritionniste. Est-ce qu'il existe, parce que j'imagine qu'on vient vous voir aussi pour ça, un régime spécial ménopause ? Pas du tout.
Alors, on vient me voir pour ça, mais il n'existe pas de régime spécial ménopause, comme il n'existe pas de régime tout court, parce que sinon, ça fait belle lurette que je n'aurai plus de patientes ni de patients qui voudraient perdre du poids. En fait, justement, la difficulté, ça va être de défaire un petit peu toutes ces constructions qu'on a imposées aux femmes à force de tu dois être mince, tu dois ressembler à une telle, attention, tu prends du poids, t'es ci, t'es ça. Et ces tentatives de maigrir répétées qui les ont accompagnées pendant toute leur vie, quand elles arrivent à la ménopause, là, elles ont l'impression que l'organisme se dérègle complètement et qu'elles n'arrivent plus du tout à avoir aucune action de contrôle dessus. En réalité, elles n'en ont jamais eu, puisqu'elles ont fait des yo-yo, souvent ascendants en termes de poids. Donc non, la proposition que moi je leur fais, c'est plutôt de revenir aux besoins essentiels du corps, qui, on en a parlé tout à l'heure, ces besoins changent parce que métabolisme qui diminue, c'est ce qu'on se disait au tout début de cette émission. Mais vous m'avez parlé de fonte musculaire. De fonte musculaire. Et est-ce que justement, à cause de cette fonte musculaire, il ne faudrait pas un peu charger en protéines ? Alors ça, c'est le gros hoax des réseaux sociaux. Je ne vois que ça en ce moment. Manger des protéines à la ménopause. Pourquoi il ne faut pas ? Parce que manger des protéines, c'est comme si vous vouliez faire un collier de perles, et chaque protéine est une petite perle, mais que vous n'aviez pas de fil pour les accrocher ensemble. Le fil, ça va être l'activité physique, ça va être le sport. Les muscles ne peuvent pas se constituer s'il n'y a pas une action mécanique qui leur impose de fabriquer des fibres musculaires. Donc en réalité, dans les recommandations, on n'a pas d'augmentation des protéines, on a une recommandation d'augmentation de l'activité physique. Et d'ailleurs, ça va être plus facile pour celles qui n'en faisaient pas que pour celles qui en faisaient déjà, parce que celles qui en faisaient déjà, il va falloir qu'elles augmentent encore le nombre ou de séances, la fréquence ou la durée. Là où celles qui n'en faisaient pas, même en faisant un petit peu, elles vont déjà améliorer leurs dépenses énergétiques et leur capacité à fabriquer du muscle. Donc non, sur les protéines, on reste sur la même chose. Sur les produits laitiers, on augmente d'un produit laitier par jour, ou en tout cas d'apport de calcium. Alors, le calcium. Oui. Le fameux calcium, l'ami de l'ostéoporose. Oui, l'ennemi de l'ostéoporose, parce que grâce au calcium, on va pouvoir contrer l'ostéoporose. Calcium et vitamine D, parce que la vitamine D est nécessaire pour fixer les petites briques de calcium sur les os. Donc les deux sont importantes, et la plupart du temps, on est carencé en vitamine D dans ce pays, parce qu'on n'a pas suffisamment de rayons lumineux tout au long de l'année. Donc ça, c'est des petits statuts qu'il faut aller mesurer pour voir si vous avez besoin de prendre de la vitamine D. D'ailleurs, petit fait, les hommes aussi font de l'ostéoporose. Donc ne vous dites pas moi c'est bon, je suis un homme, j'en aurai jamais. Si vous avez aussi besoin d'augmenter votre statut en calcium. Alors l'ostéoporose pour tout le monde, c'est la perte de la densité osseuse. Donc les os deviennent fragiles et se cassent plus facilement. Et puis il y a tout un tas d'éléments, c'est-à-dire que et notamment un des éléments qui vont améliorer les risques liés à l'ostéoporose, c'est l'activité physique, parce que en exerçant une action mécanique sur les tendons, on va aussi renforcer les muscles. Donc vous voyez, il y a tout un tas de vertus à se remettre à l'activité physique et à écouter ses besoins pour finalement ajuster ce corps qui se calme un petit peu, se ralentit, ce métabolisme qui se ralentit, ces muscles qui fondent, fait que votre corps va demander moins. Et pour ajuster une réponse à cette demande inférieure, il faut aller écouter vos besoins en termes de faim et en termes de rassasiement. Et on constate, quand on s'écoute vraiment, qu'à ce moment-là de la vie, on a moins faim, on a moins de besoins. Donc finalement, le régime alimentaire, il se met en place de façon ajustée et adaptée, non pas dans le désir de perdre du poids, mais déjà en accompagnant son corps par rapport à ses besoins et en l'écoutant. Le sujet number one dans la ménopause, ce sont les bouffées de chaleur. Alors pardon, on ne dit plus bouffées de chaleur. Oui, on dit... bouffée vasomotrice. Ça me vient pas en bouche. Voilà. Mais... en fait, oui, c'est marrant, quoi, ces espèces de mots qui changent là au fil du temps. Bouffée vasomotrice. En même temps, toutes les femmes parlent de bouffée de chaleur, et à un moment, il faut se parler, il faut se comprendre, quoi. Quel est l'intérêt pour nous, grand public, de dire bouffée vasomotrice plutôt que bouffée de chaleur? Aucun. Donc si la science a décidé que c'est vasomotrice, ça parlait mieux. Mais c'est vrai que ça, c'est le gros problème. Et alors, vous venez pas avec votre potion magique? Non. Ça aurait été tellement facile de dire, oui, il y a ça qui marche super bien sur les bouffées de chaleur. Eh bien, non. Vous dites qu'il y a peu de ressources
Oui, alors, et chacune va trouver les siennes. Donc, Karima, elle a ses huiles essentielles rafraîchissantes. Moi, j'ai mon éventail, qui son petit ventilateur, qui va vivre. Et ça, c'est important, vivre ou travailler dans des pièces moins chauffées. Et ce serait bien que les entreprises s'intéressent à cette question pour aussi apporter aux femmes en cours de ménopause ou qui souffrent de bouffées de chaleur des endroits un peu frais, des endroits de repos. C'est crevant, une bouffée de chaleur, en fait. Vous avez une espèce de baisse d'énergie après la bouffée de chaleur. C'est pas juste j'ai ma température qui monte. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, en fait, c'est comme si vous aviez un coup de fièvre extrêmement éphémère, mais un coup de fièvre quand même. Donc votre corps, il est un peu pantelant après cette bouffée de chaleur. Vous transpirez sous les cheveux, vous transpirez sous les aisselles, sous les seins. Enfin, c'est quand même très très inconfortable. Et quand ça arrive dans une réunion ou dans une consultation, comme le disait Karima, c'est extrêmement inconfortable. Or, en hiver, on a moins de bouffées de chaleur parce que dehors, il fait moins chaud. Il y a aussi des choses qu'on peut éviter de manger, comme les épices, éviter aussi faire de la méditation, du yoga, des choses qui vont permettre de mettre un peu à distance les émotions. Parce que quand on est dans un état émotionnel agité, la bouffée de chaleur va venir plus facilement aussi. Elle accompagne souvent les émotions, le stress, le trac. Donc voilà, il y a des petites choses qu'on peut faire, qu'on peut mettre en place, des respirations, de la relaxation, pour essayer de les calmer. D'ailleurs, il y a une vraie révolution psycho-émotionnelle dans la... Oui, j'avais peur qu'on n'ait pas le temps d'en parler. Dans la ménopause. Oui. C'est les montagnes russes. Alors oui, ce sont les montagnes russes en termes d'humeur. Il y a de l'irritabilité, il peut y avoir jusqu'à de la dépression. C'est très dur et surtout, tout ce qu'on traverse, ces changements du corps, ces changements de structure familiale, le travail qui vous dit à 50 ans, vous êtes senior, et les femmes qui se disent voilà, on va mettre au placard, je vais attendre que ça passe. Alors que les hommes, quand on leur dit ça y est, vous êtes senior, ils disent vas-y, montre-moi l'équipe que je vais manager. Donc on a aussi une posture un petit peu de soumission par rapport à la société telle qu'elle nous... Mais ça nous renvoie aussi quelque chose d'un peu affaibli, vulnérable, alors que, une fois ce guet passé, on a plein de choses, plein d'énergie à mettre au service, plein de temps, plein de disponibilité, plein d'envie à mettre au service de la société, de nous-mêmes, de répondre à nos besoins et de nous faire du bien, finalement. Alors vous parliez tout à l'heure des douleurs aux articulations. Vous avez mené des recherches sur ces fameuses douleurs articulaires. Qu'est-ce que vous avez trouvé de particulier ? Est-ce qu'il y a beaucoup d'entrées quand on fait des recherches sur douleurs articulaires et ménopause ? Plein, parce que ça fait vraiment partie des symptômes. Simplement, douleur articulaire, ça ne dit pas vraiment exactement ce que ressentent certaines femmes. Certaines femmes ont vraiment mal dans les articulations. Donc là, on comprend bien, c'est très clair et c'est bien exposé. Après, il y a beaucoup de douleurs tendineuses. Et ce que j'ai découvert, c'est que... Enfin, j'ai pas fait des recherches au sens... J'ai été chercher l'information, je ne suis pas une chercheuse scientifique. Mais ce que j'ai découvert, c'est que les tendons ont aussi des imprégnations œstrogéniques, de ces fameux œstrogènes qu'on ne fabrique plus. Et donc, chez certaines femmes, là encore, pas chez toutes, chez certaines femmes, ces douleurs articulaires tendineuses de forme un peu tendinite, qui vont, qui viennent, qui font mal, qui font plus très mal, finalement, s'améliorent éventuellement avec un traitement œstrogénique. Le mouvement peut aider là aussi. Donc, vous voyez, on a plusieurs raisons de bouger, augmenter le métabolisme, augmenter la dépense énergétique, améliorer les douleurs articulaires, se sentir plus mobile, plus agile, plus tonique, avoir ces hormones à l'intérieur du cerveau, les endorphines, qui vont être diffusées. Et pas dans le chignon. Non, on peut avoir les deux. Disons que les endorphines vont être un peu antagonistes à celles qui nous mettent en état d'énervement. Mais voilà, donc on a je pense que vraiment l'idée de l'activité physique, de la relaxation, de l'écoute des besoins, d'avoir à qui parler. Déjà, on couvre pas mal des sujets de la ménopause, que ce soit au niveau de la tête, que ce soit au niveau du corps. Et après, à un moment donné, il y a une idée d'acceptation, parce qu'on ne peut pas contrer le temps qui passe, on ne peut pas contrer tous les changements, on ne peut pas revenir comme avant, ça n'existe pas, mais c'est aussi la preuve qu'on est vivante. Alors, il y a le poids sociétal de la ménopause dont on parlait tout à l'heure, et toutes les sociétés ne vivent pas la ménopause de la même façon. Non, c'est très étonnant. Il y a des études intéressantes qui ont été menées par une sociologue, Cécile Charlap, qui a écrit 2 bouquins et qui a fait une thèse là-dessus. En fait, il y a des sociétés dans lesquelles même ce mot n'existe pas. En Amérique du Sud, quand on leur parle de ménopause, de ce moment de l'arrêt des règles, elles vous regardent et ne comprennent pas du tout de quoi on parle.
Il y a des sociétés dans lesquelles, par exemple au Japon, déjà le mot c'est une renaissance, un nouveau printemps, exactement, le terme ménopause dans sa traduction exacte, donc une forme de renaissance qui est quand même assez chouette, c'est-à-dire comment on peut se réinventer. Et puis surtout, par exemple, les Japonaises se plaignent beaucoup de douleurs aux épaules, ce qui n'est pas du tout un sujet chez les Françaises. Donc, assez étonnamment. Alors après, au Japon, en Asie, on mange aussi beaucoup de soja et donc des phytoœstrogènes, ce qui fait qu'il y a une sorte, sans doute, de compensation. Enfin, c'est en tout cas quelque chose qu'on évoque, une sorte de compensation du manque œstrogénique par l'alimentation des Japonaises ou des gens ou des Asiatiques. D'ailleurs, s'il y a bien un sujet, puisque c'est le soja qui nous y amène, qu'on ne peut vraiment pas aborder sereinement concernant la ménopause, c'est son traitement substitutif. Ah ouais, un traitement qui même s'appelle... 30 ans après, on ne peut pas en parler de façon apaisée en France et on ne sait toujours pas finalement quelles en sont les indications ou pas. Alors oui, enfin normalement si les gynécologues le savent, mais les gynécologues ont eux aussi des croyances et ont du mal à déconstruire des idées. Pourtant la recherche a avancé en France. Alors moi je ne suis ni pro ni anti. Je pense qu'il y a certaines personnes chez qui ça va bien améliorer les symptômes et des situations de vie, des antécédents familiaux qui vont leur permettre d'y accéder, puis d'autres pas. Et puis après c'est vraiment le choix de chacune. Mais je trouve ça dommage d'avoir un traitement à disposition auquel on peut accéder. Enfin, bon, franchement, quand on essaye d'avoir un traitement hormonal de la ménopause, on a un peu l'impression qu'on est en train de demander une drogue dure. Hein. C'est-à-dire que même le corps médical est très très réticent à en parler, voire même à exposer les bénéfices, les risques. Et moi, j'ai vraiment voulu l'aborder pour que les bénéfices et les risques soient connus des patientes et qu'elles puissent poser des questions à leurs interlocuteurs. Et non pas qu'elles se fassent un espèce de fantasme de « Ah !» Mais moi, il y a encore un an, je faisais partie des gens qui, dès qu'on me disait traitement hormonal, je faisais « Ah !» Cancer du sein, en fait, comme s'il y avait un espèce de lien absolument direct. Bon, ça s'explique, je l'explique bien dans le livre, une étude américaine qui a mis le bazar, les médias, un manque de gynécologues, bref, pas mal de choses, mais aujourd'hui, on a des traitements qui sont quand même très bien dosés, avec des hormones qui ne sont pas néfastes, et surtout, une femme qui est sous traitement est une femme qui va être suivie de près par un gynéco, contrairement à toutes les femmes qui ne prennent rien et qui ont l'impression que ça ne sert plus à rien qu'elles soient suivies. Chaque année, une femme sur 10 arrive à l'âge de la ménopause. On en parlait ce matin avec vous, Laurent Sora. Je rappelle le titre de votre livre que vous montrez à la caméra, La Révolution Ménopause, chez Solar et Dr Good. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur toutes les plateformes qui reprennent l'émission. Et vous verrez la vidéo sur la chaîne YouTube. Merci Laurence d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.